Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Aujourd'hui, je vous ai concocté un sujet qui m'a littéralement passionné. Je suis partie hyper loin, mais c'était incroyable et j'espère qu'il va vous plaire autant que ce que moi, il m'a intéressé. Au début, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux parler de l'actualité? Il y a quand même eu l'allocution d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on a envie de se faire souffrir une seconde fois? Je vous le demande, moi personnellement, non. Je me suis dit, il vaut mieux que je digère. En plus, j'entends des énormités sans nom fusées de droite et de gauche. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, prends du recul, apaise ton cœur. Parce que le gars, j'avoue qu'il m'a un petit peu beaucoup irrité. J'imagine qu'il en est de même pour vous. J'ai partagé 2-3 trucs sur Instagram. Ceux qui aiment les sujets d'actualité au jour le jour, je peux que vous conseiller d'aller sur mon Instagram. Parce que c'est là que j'essaie de réagir. Encore que je sais que réagir sous le coup d'une émotion n'est jamais bien. Donc, j'essaie toujours d'avoir le recul nécessaire pour me dire que je suis un peu plus posée et que du coup, j'ai une meilleure vision d'ensemble. Parce que là, je vous avoue, je me suis dit, mais où va-t-on, les amis? Donc, j'ai décidé, pour apaiser nos esprits, et parce que c'est dimanche, de faire un sujet plutôt passionnant qu'anxiogène. Et alors, vous allez voir, c'est tout ce qu'on aime. Une sagesse ancienne que seul un voyageur dans le temps pourrait connaître. Imaginez, les amis, un manuscrit si ancien, si énigmatique, qu'il défie toute datation connue. Un texte si précis dans sa vision du passé qu'il ne pourrait avoir été écrit que par quelqu'un ayant assisté de ses propres yeux à l'évolution de notre monde depuis son origine, ou alors une entité venue d'ailleurs. C'est l'essence même du projet Orion, un dossier qui remonte au tréfonds du temps et met en lumière une histoire soigneusement effacée des archives officielles. Ses fondements, des sources aussi obscures que les almanachs de Lannerbe, ces documents mystérieux saisis par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. J'en avais parlé dans 2 ou 3 vidéos, je vous mets tous les liens nécessaires en barre de description de celle-ci. Donc si vous n'avez pas vu le sujet sur Lannerbe, c'est incroyable, allez-y, vous allez vous éclater. Des documents prétendument retranscrits à partir d'informations collectées par les chercheurs allemands lors de missions méconnues, comme l'expédition Ernst Schaffer au Tibet de 1938 à 1939. Que cherchaient réellement ces scientifiques envoyés par le régime nazi au cœur des montagnes tibétaines? Officiellement, il s'agissait, comme d'habitude, d'une mission d'anthropologie et de botanique. Officieusement, ils voulaient percer les secrets d'une civilisation perdue, une sagesse cachée qui aurait traversé les âges et échappé à l'oubli. Mais vous allez me demander, mais pourquoi le Tibet? Le mystère s'épaissit lorsque l'on remonte un siècle plus tôt. En effet, H.P. Blavatsky, célèbre occultiste du XIXe siècle, affirmait que ses enseignements théosophiques lui avaient été transmis par des sages tibétains héritiers d'une connaissance millénaire. Une sagesse qui ne concernait pas seulement l'esprit humain, mais aussi des technologies oubliées, des récits de civilisations antédiluviennes et de contacts avec des intelligences non humaines. Petite parenthèse, Blavatsky, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. J'avais fait une vidéo, je crois, il y a 4 ans de ça. C'est toujours pareil, il y a du bon à prendre, il y a des zones d'ombre, j'ai étudié, mais pas assez profondément pour avoir un avis tranché et définitif. Mais si vous voulez avoir une idée de qui est le personnage, et voilà, allez voir ma vidéo, pareil, en lien, en barre de description de celle-ci. Et puis bien sûr, ce n'est pas tout, il y a pourquoi le Tibet? Parce qu'il y a aussi la bibliothèque tibétaine. Une caverne souterraine abritant des milliers de rouleaux anciens, certains remontant à plus de 2000 ans. Des textes qui parleraient d'événements préhistoriques, de catastrophes cosmiques, mais aussi de véhicules célestes et de technologies inconnues de notre époque. Certains avancent que les nazis ne sont pas repartis les mains vides. Ont-ils découvert quelque chose? Ont-ils mis la main sur des artefacts de notre temps? C'est ici que le projet Orion prend une tournure encore plus troublante. Et oui, l'un des volets les plus controversés du dossier concerne les fameuses soucoupes volantes de Lannerbe. Théorie conspirationniste ou vérité occultée? Ce qui est certain, c'est que des archives de guerre révèlent bien des expérimentations menées en Allemagne sur des aéronefs en forme de disque. Certains chercheurs affirment que ces projets s'inspiraient de découvertes faites au Tibet.
Des plans, peut-être même des prototypes, auraient été ramenés en Europe et développés sous l'égide d'ingénieurs nazis dans des bases secrètes avant de disparaître après la guerre. Alors, simple légende ou vestige d'une science interdite? Ce que nous savons, c'est que depuis, l'humanité s'est engagée dans une course effrénée vers des technologies qui défient l'entendement. Se pourrait-il que nous ne fassions que suivre une trajectoire déjà tracée, que certaines élites détiennent des connaissances bien plus anciennes encore que nous le pensons? Une chose est sûre, le projet Orion n'est pas qu'un simple dossier. C'est un fil conducteur qui nous relie à une histoire interdite, un récit qui ne demande qu'à être déchiffré. Et si ce que nous prenions pour de la science-fiction n'était en réalité que l'héritage d'un passé oublié? Vous allez voir les amis, ce sujet est mind-blowing. C'est fascinant et c'est maintenant. Allez, on y va. Donc, comme je vous le disais dans mon introduction, imaginez donc un instant qu'un document oublié puisse bouleverser tout ce que nous savons de notre passé. Une simple carte recouverte de symboles anciens et de contours mystérieusement déformés. Une représentation du monde avant le déluge biblique. Une carte si précise qu'elle semble avoir été dessinée par une main qui aurait vu de ses propres yeux une terre disparue. Et si ceci n'était pas qu'un simple fantasme? Bienvenue dans l'univers du projet Orion, un dossier explosif qui exhume des fragments d'histoire soigneusement occultés, des indices qui suggèrent qu'une civilisation avancée existait bien avant la nôtre et que certains cercles de pouvoir ont tout fait pour en effacer les traces. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère aux ramifications vertigineuses, entre cartographes énigmatiques, bibliothèques interdites, prophéties oubliées et calculs apocalyptiques. Donc j'espère que vous êtes bien prêts parce que c'est absolument dingue. Alors, nos premiers indices se trouvent dans les archives cartographiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur les civilisations anciennes, tous mes sujets, que j'adore, c'est-à-dire les sujets sur la possibilité d'un mur de glace, la Terre à l'intérieur de la Terre creuse, etc. Tout ça, je vous mets les liens en barre de description. Ceux qui aiment ce genre de théorie, allez-y, parce que c'est incroyable et que j'ai vraiment aimé traiter ces sujets et que on y revient parce qu'on ne peut pas ne pas y revenir en vérité, vous allez comprendre pourquoi. Le célèbre Gérard Mercator, figure emblématique de la cartographie du XVIe siècle, est connu pour avoir révolutionné la projection des cartes du monde. Mais selon le projet Orion, il aurait aussi dissimulé des connaissances interdites. Ces cartes, ainsi que celles d'autres cartographes comme Abraham Ortelius, Piri Reis et Ivan Kirillov, comportent des anomalies troublantes. Alors, pareil, allez voir les sujets parce que je ne vais pas revenir comme j'ai fait des vidéos pour les abonnés de la première heure. Ce ne serait pas réglo que je revienne exactement en détail sur des choses que j'ai déjà traitées. Surtout la carte de Piri qui est pour moi l'une des plus ébouriffantes. Donc vraiment allez voir les vidéos, les autres vidéos que j'ai faites pour en apprendre un peu plus parce que c'est dingue. Donc je vous le disais, ces cartes elles comportent toutes des anomalies troublantes. Des côtes qui ne correspondent pas à la géographie actuelle, des terres aujourd'hui englouties mais qui apparaissent dessinées avec une précision mathématique, des appellations qui ne devraient pas exister, comme si elles provenaient littéralement d'une époque oubliée. Vous ne le croyez pas? Donc du coup, ceux qui ne le croient pas, c'est ceux qui n'ont pas vu les vidéos que je vous citais précédemment. Je vais vous donner un exemple flagrant et indiscutable, c'est justement la carte de Piri Reis, réalisée en 1513. Ce document représente avec une exactitude stupéfiante, comme vous le voyez en image, l'Antarctique, sans sa calotte glaciaire. Or, l'Antarctique est censé avoir été découvert 3 siècles plus tard et selon les géologues, la dernière fois qu'il était exempt de glace remonte à plus de 10 000 ans. Alors, comment Piri Reis a-t-il pu obtenir ces données?
Comment c'est possible? Mercator, quant à lui, ne se contentait pas de dessiner des cartes. Il conseillait, sachez-le, également Ivan le Terrible, un personnage énigmatique surnommé dans certains documents le tsar de la horde mongole. Un titre intrigant qui laisse supposer qu'il pourrait y avoir un lien entre la Russie impériale et un empire oublié. Pareil, sur les cartes du XVIIe siècle signées Kuprianov, des anomalies encore plus grandes apparaissent. La mer Noire est appelée pont Euxin, comme dans les anciens textes grecs, mais une autre mer Noire apparaît, et cette fois-ci dans l'océan Indien. Des erreurs ou bien la trace d'un monde pré-cataclysmique dont la mémoire a été partiellement effacée. Des scientifiques de la première heure, des professionnels dans leur art, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils se seraient mis à intégrer des choses complètement et littéralement sorties de leur imagination ou de vagues spéculations? C'est pas possible. Tout est carré, tout est aux petits oignons, tout correspond, à part ces détails bizarroïdes que seuls quelques chercheurs, bien évidemment non vendus au système, ont relevés. Comment c'est possible? Moi, ceux qui disent « Oh, mais c'est des erreurs, c'est des élucubrations », vous prenez un raccourci dangereux parce que ce n'est pas possible. Encore une fois, tu peux pas... Ces gens, ils étaient cartésiens, c'était pas des conspirationnistes, c'était des personnes qui établissaient des cartes pour l'exploration du monde, pour aller conquérir pour leur roi, pour leur... Enfin, ils risquaient leur vie à base d'erreurs, hein, qu'on soit clair. Je vais loin, mais oui, pas trop, pas tant que ça. Donc croyez-moi qu'ils n'allaient pas s'amuser à rajouter des trucs au petit bonheur la chance. Donc oui, c'est assez incroyable et c'est assez interpellant. Donc forcément, on se dit que ce ne peut pas être purement issu de leur imagination. Et du coup, si ces cartes proviennent d'une source antédiluvienne, alors où se trouve donc l'original? C'est ici qu'entre en scène la bibliothèque perdue d'Ivan le Terrible. En 1694, le patriarche Andrian, figure influente de l'église orthodoxe russe, lance une expédition secrète pour retrouver ce trésor perdu. Selon plusieurs récits, Ivan le Terrible aurait caché une collection de manuscrits anciens contenant des connaissances scientifiques et historiques interdites. Des textes d'une valeur inestimable qui, s'ils étaient retrouvés aujourd'hui, pourraient totalement réécrire notre compréhension de l'histoire. Alors que contenaient donc ces textes? Des indices très sérieux suggèrent qu'ils parleraient de civilisation perdue antérieure au déluge, technologie oubliée capable d'altérer la structure même de la matière, connaissances astronomiques sur des cycles de destruction planétaire. Eh oui, et pas que ça, mais justement, ces cycles de destruction planétaire, parlons-en. Les prédictions de l'Ahnenerbe étaient littéralement un conte à rebours apocalyptique connecté à cet état de fait. Vous allez voir. Dans les années, je vous le disais, 1930, l'Ahnenerbe, le bras donc ésotérique et scientifique du régime nazi, était littéralement obsédé par les cycles de destruction et de renaissance. Officiellement, il s'agissait d'une organisation dédiée à la recherche sur les origines de la race aryenne. Officieusement, c'est un groupe occulte qui explorait les mystères du passé, notamment en étudiant les textes anciens, les cartes médiévales et les théories interdites sur des civilisations antédiluviennes. Et ce qu'ils ont découvert les a terrifiés. Des documents de l'Ahnenerbe étudiés dans le cadre du projet Orion révèlent une chronologie précise de 3 Armageddons passés. Le premier Armageddon aurait eu lieu en 199 586 avant Jésus-Christ, l'événement le plus ancien enregistré qui aurait anéanti une civilisation avancée et remodelé la géographie terrestre. Le deuxième Armageddon, quant à lui, aurait eu lieu en 84 386 avant Jésus-Christ. Un cataclysme majeur associé à une montée des eaux brutale causée par une collusion cosmique ou un déplacement massif de la croûte terrestre. Et le troisième Armageddon a eu lieu en 12 386 avant Jésus-Christ. Probablement le déluge biblique qui aurait englouti l'Atlantide et effacé toute trace des civilisations précédentes. Le point commun entre ces catastrophes, un cycle répétitif de 14 400 ans. Les scientifiques de l'Ahnenerbe ont alors identifié un schéma précis
dans ces destructions. Chaque période de 14 400 ans semble correspondre clairement à un bouleversement planétaire majeur marqué par, accrochez-vous, des changements climatiques extrêmes, une montée soudaine du niveau des océans et des extinctions massives et des destructions de civilisations avancées. Les archives suggèrent que ces cycles ne sont pas dus au hasard, mais à l'influence d'un corps céleste mystérieux. On en revient là systématiquement lorsqu'on étudie les anciennes civilisations. Il y a une phrase qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Moi, j'ai envie de dire « tous les chemins mènent vers la planète X ». En effet, dans leurs calculs, les scientifiques de l'Ahnenerbe ont remarqué une corrélation étrange entre ces destructions et l'orbite supposée d'une planète de fer mentionnée dans plusieurs textes anciens, notamment les écrits sumériens sur la fameuse planète Nibiru. Selon cette théorie, la Terre serait périodiquement affectée par l'influence gravitationnelle d'une planète massive qui entrerait dans le système solaire tous les 3 à 4 cycles de 14 400 ans. Les effets supposés de cette planète seraient un déplacement de l'axe terrestre provoquant des inondations et des tremblements de terre, un bombardement d'astéroïdes attirés par la gravité perturbée, un affaiblissement du champ magnétique terrestre exposant la planète à des radiations cosmiques. Si là, c'est pas ce qui nous arrive, je sais pas ce que c'est. Les textes sumériens parlent d'une planète errante qui, à chaque passage, provoquerait un chaos inimaginable sur Terre. Les Mayas, eux, rappelez-vous, évoquaient un cycle similaire avec leur célèbre conte long qui prédisait un grand bouleversement, eux, pour 2012. Selon les calculs de l'Ahnenerbe, le 4e Armageddon aurait dû donc survenir en 2014. Or, souvenez-vous, 2012 avait déjà annoncé comme une date spéciale clé, une date clé par le calendrier Maya. Et en 2012, certains diront qu'il ne s'est rien passé, surtout ceux qui ont entendu ça comme c'est la fin du monde. Ça, c'était une grosse scam, un gros prank. Jamais personne, et encore moins les Mayas, ont dit que c'était la fin du monde. Ils ont dit que c'était, vous allez le voir, un changement d'air. Et oui, effectivement. Et si 2012, en définitive, n'avait été qu'un prélude à une période bien plus longue de bouleversement. Et ça a trop de sens en fait, parce que les chercheurs du projet Orion ont trouvé des documents allemands affirmant que la période 2012-2014 correspondrait au début d'un changement d'air, je vous le disais. C'est une période, tout ne s'est pas fait en un jour, quoi. Lié donc ce changement d'air à une réinitialisation cosmique. Leurs prédictions mentionnaient une recrudescence de catastrophes naturelles entre 2012 et un pic en 2025, des phénomènes climatiques anormaux causés par des perturbations électromagnétiques, avec toutes les tempêtes solaires qu'on a en ce moment, c'est juste, voilà, une augmentation des tensions mondiales menant à des conflits majeurs. Et franchement, lorsque l'on regarde les événements récents, force est de constater que cette chronologie semble se vérifier clairement. Pour finir, parce que vous allez vous dire, bon là c'est assez, on lâche le micro, tout est dit, plus rien à dire, on peut s'arrêter là. Non, non, non. Pour finir, direction donc le Tibet, où d'autres indices troublants émergent encore, renforçant davantage les liens entre savoir perdu, civilisation disparue et influence extérieure. Écoutez ça, en 1938, un photographe allemand participant à l'expédition Ernst Schaffer menée par l'Ahnenerbe aurait réussi à s'infiltrer dans les sous-sols du palais du Polata, siège spirituel des Dalai Lama. Ce qu'il y aurait découvert défie toute logique historique. D'après le rapport du projet Orion, il aurait cartographié 2 artefacts impossibles dont l'origine et la signification restent un mystère non résolu à ce jour. Les 2 artefacts en question sont une dalle de granit gravée semblant représenter un système solaire en mouvement avec des orbites marquées dont certaines ne correspondent pas à notre connaissance actuelle des planètes. Deuxième artefact, un parchemin codé en binaire qui aurait été analysé plus tard par des chercheurs en cryptologie et qui ressemblerait à une carte stellaire vieille de 1,5 million d'années en code binaire. D'où ces objets pouvaient-ils bien provenir? Là, on va même plus parler d'anachronisme à ce niveau-là. Là, c'est une blague, c'est du délire.
J'ai sursauté. J'ai acheté, je suis désolée. Alors, je sais pas si je vais le laisser à l'édition, mais je sais pas si vous avez entendu, j'ai acheté un nouveau distributeur de croquettes à Duchesse. Parce qu'elle le mange comme une goinfre et que si je fais pas attention, après, elle va vomir dans tous les coins de la maison. Je viens d'avoir la peur de ma vie parce que c'est le bruit et le petit... J'ai cru que c'était la nénerbe qui débarquait, les amis. Pardon, excusez-moi. Oui, donc, d'où ces objets proviennent-ils? Le Tibet, vous le savez, est depuis longtemps un foyer de mystère, un carrefour des traditions ésotériques et des récits anciens. Les bouddhistes tibétains parlent d'un royaume caché, Shambhala, souvent décrit comme un sanctuaire du savoir universel. Certains écrits aussi du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, évoquent des entités célestes venues enseigner des secrets interdits aux humains. Les nazis eux-mêmes croyaient que le Tibet pouvait être le dernier refuge d'une ancienne race potentiellement issue d'une civilisation disparue ou d'influence extraterrestre. Donc forcément, on en vient à se demander si la dalle donc et le parchemin existent bien, alors quel savoir tente-t-il de préserver en dissimulant ces artefacts? Et surtout, pourquoi ces artefacts étaient-ils cachés dans les sous-sols du Potala? L'une des théories avancées par les chercheurs du projet Orion est que les inscriptions retrouvées sur la dalle de granit correspondent à un schéma orbital qui inclurait une planète inconnue. On y revient. Encore elle, je vous l'ai dit, tous les chemins mènent à Nibiru. Les Sumériens décrivaient donc un astre errant dont le passage causait d'immenses bouleversements sur Terre. La Bible même et d'autres textes antiques mentionnent des déluges et des destructions cycliques qui coïncident avec les prédictions astronomiques gravées sur cette dalle. Si cette carte est bien vieille, de 1,5 million d'années, cela signifie qu'une civilisation avancée aurait étudié l'évolution du système solaire bien avant l'humanité moderne. Un savoir d'une telle ampleur ne pouvait pas être entreposé par hasard dans un monastère sacré. Et ça, je pense que ce statement, il est à 100% pertinent. Aujourd'hui, vous vous en doutez, impossible de retrouver ces objets. Aucune trace dans les archives officielles, pas un mot dans les musées tibétains, un silence total de la part des institutions scientifiques. Est-ce que nous sommes surpris? Bien sûr que non. Quand on voit comme des gens comme Graham Hancock qui essaient de percer des mystères, qui posent des questions, qui subventionnent leurs propres recherches, qui rencontrent des gens à travers le monde d'une pertinence, d'une passion, en gros qui ont dédié leur vie à découvrir la vérité et que des témoignages et des recherches aussi pertinentes soient complètement dénigrées quand elles ne sont pas tout simplement passées sous silence, ben voilà, on est exactement dans ce cas de figure-là et c'est pour ça que je vous dis, surtout pour ceux qui pensent savoir et qui se réfèrent aux connaissances acquises sur les bancs de l'école, sortez, je vous en prie, de la boîte, allez voir ailleurs, parce qu'on nous cache tellement de choses. La question c'est, ont-ils été détruits? Je pense pas. Ils détruiraient bon ça, ils vont au contraire le garder bien précieusement. Moi je pense qu'ils ont été confisqués par une puissance ayant tout intérêt à garder ces secrets hors de notre portée. Le rapport du projet Orion évoque ce qui nous attendait après 2014, selon, je vous le répète, les calculs de la Neuderbe et les artefacts. Les cycles de destruction auraient dû provoquer des continents inondés et des terres submergées. Mais à ce jour, aucune apocalypse majeure, au terme apocalypse par révélation, au terme fin du monde, ne semble avoir eu lieu. Ou du moins, pas de la manière entendue. Et si le 4e Armageddon n'était pas une destruction immédiate, mais une transition progressive, une phase où les changements s'étalent sur plusieurs décennies. Parce qu'il faut avouer que depuis 2012, on assiste à des trucs de fou et que chaque année, on se dit que c'est le pire et que chaque année, on hallucine. Parce que les signes sont là. L'augmentation des anomalies climatiques depuis les années 2010, des variations du champ magnétique terrestre inexpliquées par la science. Si vous regardez sur ma chaîne, je crois que depuis 5 ans que ma chaîne existe maintenant, il doit y avoir au moins, 3 ou 4 vidéos sur le champ magnétique terrestre qui est en constante évolution. Et enfin, des régions côtières de plus en plus menacées par la montée des eaux. D'autant plus que c'est loin d'être la seule trace, les seules preuves, j'ai envie de dire, laissées par l'Antiquité.
Je vous en avais aussi vaguement parlé dans une de mes vidéos. Il s'agit d'un texte ancien oublié, non inclus dans les versions modernes de la Bible, qui contient un témoignage troublant sur le voyage dans le temps et l'existence d'entités extérieures surveillant la terre. Vous le voyez en image, il s'agit du livre prophétique de Baruch, un manuscrit apocryphe qui porte le sous-titre « L'addendum au prophète Jérémie ». Selon ce texte, un jeune Éthiopien nommé Abimelech fut envoyé hors de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ pour fuir la destruction imminente de la ville. Mais en chemin, il s'endormit inexplicablement. Et lorsqu'il se réveilla, 66 ans s'étaient écoulés. Jérusalem n'était plus qu'une ruine oubliée et tout ce qu'il avait connu avait disparu. Un tel saut temporel est-il possible? A-t-il traversé une singularité gravitationnelle inconnue? A-t-il été exposé à un champ énergétique temporel? Son histoire est-elle une preuve cachée des anomalies temporelles décrites justement par le projet Orion? En tout cas, clairement, ceci fait sens. On peut se dire que là, on est face à juste du délire, mais dites-vous que le livre de Baruch ne parle pas que de voyages temporels. Je le répète, ce livre a été écrit il y a des temps immémoriaux. Et il évoque un mystérieux oiseau céleste qui surveillerait la terre. En ces termes, on peut s'écouter. Cet oiseau déploie ses ailes pour capter l'énergie du soleil, survole la planète avant de replier ses ailes comme épuisé. Ce détail est frappant parce que je vous ai mis ce que je pense qu'il dit. Et si cet oiseau, décrit il y a plus de 2500 ans, n'était pas un oiseau, mais un satellite extraterrestre ou d'une civilisation humaine avancée en orbite autour de la Terre, une surveillance active depuis des millénaires. Ce témoignage fait écho aux théories, vous le savez, des anciens astronautes avancés par des chercheurs, comme par exemple Giorgio Tsoukalos, qui affirme que la Terre est sous observation depuis des millénaires. Et si nous étions étudiés en secret depuis l'aube des temps, ces satellites extraterrestres étaient-ils là pour protéger la Terre ou simplement pour enregistrer son évolution? Et si ces mêmes observateurs connaissaient les cycles de description que nous avons abordés plus tôt, ou voire menaient l'expérience en ce sens? Ce témoignage oublié de la Bible ajoute une preuve troublante que nos ancêtres étaient au courant de phénomènes que nous commençons tout juste à comprendre. Parce que les trucs temporels, les choses gravitationnelles, aujourd'hui, on confirme que c'est possible. Alors qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, même 6 mois en arrière, il y en avait qui te disaient que c'était du délire. Rendez-vous compte à quand ces livres remontent. Donc on en revient forcément à nos éternelles questions. Quelle autre vérité nous cache-t-on encore? Les élites savent-elles quelque chose que nous ignorons? Question purement rhétorique. Pourquoi ces connaissances sont cruciales aujourd'hui? Si les anciens savaient que le cycle cosmique affectait l'histoire de la Terre, cela signifie alors que notre avenir, les amis, est déjà écrit. Mais du coup, pourquoi ces connaissances sont-elles effacées? Qui cherche à nous empêcher d'accéder à notre véritable passé? Sommes-nous les prochaines victimes du cycle inexorable du temps? L'histoire se répète, mais cette fois, y aura-t-il enfin quelqu'un pour se souvenir de ce qui a été perdu? Et ça, je l'espère, et j'aimerais croire, j'ai envie de croire, que cette fois-ci, les choses vont se passer autrement. En tout cas, forcément, on croise les doigts. Voilà les amis, je crois que j'ai bien survolé tout ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que moi, ce sujet, le projet Orion, je suis dessus, je continue d'en trouver, c'est très compliqué, parce que c'est un des sujets, je crois, les plus difficiles que j'ai eu à creuser, tellement les informations sont rares, mais je suis dessus. Si besoin, je vous ferai une partie 2. Dites-moi si vous avez aimé. Moi, je trouve que c'est absolument fascinant et ça confirme tellement de choses que nous avons déjà étudiées, explorées sur ma chaîne. Voilà, c'est fini pour nous pour ce dimanche. N'oubliez pas que pour m'aider, le top, c'est de liker, de commenter, de partager. Ça prend qu'une seconde. Et au niveau de l'algorithme, vous n'avez pas idée de combien ça aide. Pareil, les petits nouveaux, abonnez-vous. C'est un petit clic. Et ça peut changer beaucoup de choses. Parce que le but ultime, c'est de créer une communauté. Vous le savez, plus on est nombreux, plus on est fort. Et si on veut faire circuler des vérités ou à minima des questionnements et qu'on souhaite éveiller la curiosité, éveiller les endormis de la masse, leur faire prendre conscience que on est plus que ça. Je suis désolée, hein, mais ceux qui sont arrivés
à vous convaincre que la création de la vie ne rimait à rien d'autre qu'aller travailler pour payer ses factures et consommer, ben, ils vous ont bien eu et à un moment donné, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que des consommateurs et des esclaves d'une matrice qui, pour le coup, est en train de tomber en lambeaux. Donc voilà, il faut éveiller, il faut se poser des questions, il faut chercher tous ensemble à comprendre, à savoir, parce que la connaissance, déjà, c'est le pouvoir. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. On se retrouve pour nos dossiers du Mister D. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.